En 2025, de nombreuses affaires classées sans suite ont enfin été rouvertes. Et pour certaines d'entre elles, la vérité a fini par refaire surface, grâce aux avancées de la science forensique et aux tests de généalogie génétique. Nous ne sommes qu'au début de l'année 2026, mais déjà, tout laisse penser que cette année pourrait être tout aussi marquante, voire encore plus, pour les victimes de crimes non résolus et leurs familles, qui attendent des réponses depuis des années. Dans cet épisode, nous allons revenir sur 4 affaires que plus personne ne pensait pouvoir résoudre. Des affaires abandonnées, oubliées, jusqu'à aujourd'hui. Si vous aimez les histoires vraies, les enquêtes criminelles et les affaires mystérieuses, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour nous soutenir. Votre soutien nous aide à continuer à vous proposer de nouvelles histoires chaque semaine. Cynthia González avait 25 ans et travaillait comme danseuse exotique. Le 17 septembre 1991, elle quitte son domicile d'Arlington, au Texas, pour rejoindre un client dans le cadre d'une prestation privée qu'elle avait acceptée. Mais cette nuit-là, Cynthia ne rentre jamais chez elle. Inquiète de ne plus avoir de nouvelles, son ex-mari signale rapidement sa disparition. Quelques heures plus tard, sa voiture est retrouvée. Mais la jeune femme reste introuvable. 5 jours plus tard. L'enquête prend un tournant tragique lorsqu'un corps est découvert sur un terrain isolé au sud de la ville. Les autorités confirment rapidement qu'il s'agit de Cynthia González. L'autopsie révèle qu'elle a été victime de plusieurs tirs. Malgré plusieurs pistes explorées au début de l'enquête, aucune ne permet d'identifier le responsable. Au fil des années, les indices se raréfient et l'affaire finit par sombrer dans l'oubli, rejoignant la longue liste des crimes non résolus. De plus, à l'époque, les enquêteurs se retrouvaient face à un manque important de preuves. La chaleur du Texas, combinée aux fortes pluies survenues après le meurtre, avait fortement accéléré la décomposition du corps, rendant difficile toute analyse précise, notamment pour déterminer si une agression sexuelle avait pu avoir lieu. Dans ces conditions, il devenait également presque impossible de retrouver d'éventuelles traces laissées par le meurtrier. Pendant des années, l'enquête reste donc bloquée. Mais en septembre 2024, la situation change radicalement. Une professeure de criminologie à l'Université du Texas, Patricia Eddings, propose alors une idée inhabituelle: impliquer un petit groupe de ses étudiants dans le traitement de dossiers non résolus, afin d'aider la police à avancer sur certaines affaires en souffrance. Cette initiative naît après qu'un détective a expliqué à ses étudiants à quel point les cold cases étaient difficiles à traiter, notamment en raison de l'absence d'un service dédié au sein de la police d'Arlington et du manque de temps face aux nouvelles enquêtes prioritaires. Ancienne analyste en criminalistique, Patricia Eddings décide alors de soumettre officiellement son idée à la police d'Arlington, à ses étudiants ainsi qu'à son département. Il s'agissait d'une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées. Et, très vite, les étudiants en criminologie se voient confier des boîtes entières de dossiers d'enquête, comprenant des rapports de police, des témoignages, des analyses de laboratoire et des photos de scènes de crime avec rigueur et méthode. Ils passent chaque élément au crible, dans l'espoir de repérer un détail qui aurait pu échapper aux enquêteurs à l'époque. Au fil de leurs recherches, un nom revient de manière récurrente dans les notes des premiers enquêteurs, intrigués. Ils décident d'en savoir plus et demandent à la police si l'ADN et les empreintes digitales de cette personne avaient déjà été relevées ou si elle avait été interrogée dans le cadre de l'affaire. Cette simple question pousse les détectives à rouvrir le dossier sous un nouvel angle. En fouillant à nouveau les archives, ils découvrent que cette femme avait bien été interrogée en 1991, puis de nouveau en 1993, après que 2 hommes aient affirmé séparément qu'elle leur aurait confié son implication dans le meurtre de Cynthia à l'époque. Ces déclarations n'avaient pas permis de faire avancer l'enquête. Mais cette fois, elles reprennent tout leur poids. La femme en question a été identifiée comme Jenny Perkins. Pour les détectives, il devient rapidement évident qu'ils tiennent enfin une piste sérieuse. En reprenant attentivement les déclarations des 2 hommes, les enquêteurs découvrent que l'un d'eux entretenait une relation avec Jenny Perkins. Mais au cours de cette période, il aurait rencontré Cynthia González et serait tombé amoureux d'elle. Ce nouvel élément change complètement la lecture de l'affaire. Ce qui, jusqu'ici, semblait n'être qu'un ensemble de témoignages isolés, commence peu à peu à prendre une tournure
Il met fin à sa relation avec Perkins afin de poursuivre une histoire avec Cynthia, un choix qui aurait profondément irrité Jenny Perkins. Les enquêteurs relèvent également un élément important, c'est qu'elle n'avait pas d'alibi pour la nuit du meurtre et avait échoué à 2 tests au détecteur de mensonges. Cependant, à l'époque, aucune arrestation n'est effectuée, faute de preuves scientifiques permettant de la relier directement à la scène de crime. Et en raison de la faible fiabilité des tests polygraphiques, les autorités ne disposent pas d'éléments suffisamment solides pour engager des poursuites. Et l'affaire reste donc classée sans suite pendant des années, jusqu'au 6 novembre 2025, date à laquelle Jenny Perkins, aujourd'hui âgée de 63 ans, est finalement arrêtée pour le meurtre de Cynthia Gonzalez. Pour Jessica, la fille de Cynthia, qui n'avait que 6 ans au moment des faits, cette avancée marque un tournant émotionnel fort. Elle déclare être profondément reconnaissante envers le programme, fière des étudiants de l'Université du Texas à Arlington et touchée par le temps et les efforts consacrés à cette affaire. Par ailleurs, la même promotion d'étudiants ayant permis de faire progresser l'enquête travaillait désormais sur 2 autres cold cases non résolus. Bryant Keith Bates avait 21 ans. Il avait été vu pour la dernière fois le 15 novembre 1988, lorsqu'il quitte son domicile situé à Northeast Lake, dans la région de Birmingham, en Alabama. Ce matin-là, il devait assister aux funérailles d'un ami. Mais il n'y est jamais allé, et après être parti de chez lui, Bryant ne sera plus jamais revu. Sa famille signale sa disparition au service de police de Birmingham peu de temps après son départ. Et très vite, l'inquiétude grandit autour de son absence. Dès le début de l'enquête, ses proches ainsi que ses amis expriment leurs craintes, persuadés que Bryant aurait pu être victime d'un homicide, et les enquêteurs commencent peu à peu à considérer cette hypothèse. Cependant, malgré ces suspicions initiales, les pistes restent limitées et les éléments concrets manquent rapidement. Et au fil des jours, les recherches n'apportent aucun résultat, tandis qu'aucune preuve ne permet de déterminer ce qui a pu arriver au jeune homme ce jour-là de novembre. L'affaire finit alors par s'enliser, faute d'indices exploitables. 16 ans plus tard, en novembre 2004, une découverte macabre vient relancer l'affaire. Un exterminateur, intervenant dans une maison en location située à Southeast Lake, met au jour un squelette humain dissimulé dans une ancienne réserve de charbon, au niveau d'un vide sanitaire sous la maison. Les restes sont immédiatement transférés au bureau du médecin légiste du comté de Jefferson, où ils sont examinés par un pathologiste ainsi qu'un anthropologue médico-légal. Après analyse, les experts établissent que la victime était un homme d'origine africaine, âgé approximativement entre 17 et 30 ans. À ce stade, aucune identification formelle n'est encore possible. Parmi les effets retrouvés sur le corps, les enquêteurs découvrent un pantalon à motif écossais, des chaussettes argile ainsi qu'une chemise blanche et bleue, une chaîne en métal jaune et une montre de marque Coca-Cola font également partie des objets personnels retrouvés. La cause du décès apparaît rapidement évidente. La victime a été tuée par une balle tirée à la tête. Pendant des années, l'enquête n'évolue plus. Ce n'est qu'en 2015 que les informations concernant le corps sont intégrées au système national des personnes disparues et non identifiées aux États-Unis. Malgré cela, aucune correspondance n'est trouvée et l'identité de la victime reste inconnue. 3 ans plus tard, un échantillon osseux est envoyé au Centre d'identification humaine de l'Université du Texas pour une analyse ADN. Le profil génétique est ensuite enregistré dans la base CODIS, mais sans résultat concluant. Un second échantillon est finalement transmis à la société Outram Incorporated, spécialisée en généalogie génétique, qui parvient en 2025 à affiner les recherches et à réduire considérablement la liste des identités possibles. Finalement, en février 2026, les enquêteurs annoncent que les restes retrouvés appartiennent à Bryant Keith Bates, âgé de 21 ans au moment de sa disparition. La confirmation est obtenue grâce à des analyses ADN réalisées à partir de l'ADN de membres proches de sa famille, permettant d'établir une correspondance formelle. Ainsi, après 38 ans d'incertitude, Bryant est enfin retrouvé. Mais malgré cette avancée majeure, de nombreuses zones d'ombre persistent autour de l'affaire. Les enquêteurs continuent d'examiner les circonstances de sa mort et traitent désormais le dossier comme une enquête pour homicide en cours. Marisla Rocha. Le 18 juillet 1980, le corps d'une jeune femme est découvert sur le parking du lycée Westlake
High School en Californie. Dans un premier temps, les témoins pensent avoir affaire à un mannequin abandonné sur les lieux. Mais la réalité est bien plus sombre. La victime a subi une violence extrême. Elle a été agressée sexuellement, poignardée à de multiples reprises, puis étranglée. Les éléments retrouvés sur place indiquent qu'elle s'est battue avec acharnement pour tenter de survivre. De nombreuses blessures de défense sont visibles sur ses mains et ses bras, témoignant d'une lutte intense contre son agresseur. Plus tard, des traces d'ADN appartenant au suspect sont retrouvées sous ses ongles. À cette tragédie s'ajoute un élément encore plus bouleversant. C'est que la jeune femme, non identifiée à ce stade, était enceinte au moment de sa mort. Les enquêteurs estiment qu'elle a été tuée seulement quelques heures avant la découverte du corps. Tout indique également que le meurtre n'a pas eu lieu sur le parking, mais ailleurs, avant que le corps ne soit transporté et abandonné sur place. Dans leur tentative d'identification, les autorités dressent un portrait précis de la victime. Elle avait les cheveux noirs, avec des mèches blondes décolorées sur les pointes, ainsi que les yeux marrons et les oreilles percées. Un détail médical important est également relevé. Une cicatrice d'épisiotomie suggérant qu'elle avait déjà donné naissance auparavant. Elle présentait aussi des taches de naissance sur le visage, un grain de beauté sous l'index gauche, ainsi que des cicatrices au niveau du genou gauche. Les enquêteurs ont d'abord envisagé que la jeune femme ait pu être enlevée depuis les comtés de Los Angeles, Kern ou Ventura, et qu'elle voyageait peut-être en autostop au moment des faits. Les raisons exactes de ces hypothèses n'ont jamais été clairement établies, mais elles semblaient s'appuyer sur certains témoignages recueillis à l'époque. Pendant des décennies, l'affaire reste sans solution. Ce n'est qu'en 2012 qu'un tournant majeur survient, lorsque le dossier de la Jane Doe du comté de Ventura est relié à celui de la Jane Doe du comté de Kern, identifié comme Jane Doe numéro 5. Pour comprendre ce terme, il faut savoir que Jane Doe est simplement une appellation utilisée par la police pour désigner une femme dont l'identité est inconnue au moment de la découverte du corps, en attendant une identification officielle. Cette seconde victime avait été retrouvée morte dans une plantation d'amandiers à Delano, en Californie, le 14 juillet 1980, soit quelques jours seulement avant le meurtre de la Jane Doe de Ventura. Les circonstances de sa mort étaient similaires. Elle avait été agressée sexuellement et poignardée à plusieurs reprises. Dans le cas de la Jane Doe numéro 5 du comté de Kern, un lien ADN avait déjà été établi en 2008 avec un homme de 56 ans, Wilson Shust, alors incarcéré pour plusieurs crimes graves, dont enlèvement, vol et viol, commis entre août et septembre 1980. Cependant, aucune poursuite n'avait été engagée à l'époque, les autorités du comté de Kern ayant refusé de poursuivre l'affaire sans pouvoir identifier officiellement la victime. 4 ans plus tard, les affaires des deux Jane Does sont finalement reliées grâce à des analyses ADN effectuées sur leur kit de viol. Même si les deux victimes restent encore non identifiées à ce stade, les enquêteurs disposent désormais d'éléments suffisamment solides pour engager des poursuites contre Wilson. Shust, il est transféré dans le comté de Ventura et inculpé pour 3 chefs d'accusation de meurtre. En mai 2018, il est reconnu coupable des viols et des meurtres des 2 victimes. Il est également jugé pour le meurtre de l'enfant à naître de la Jane Doe du comté de Ventura, mais est finalement acquitté sur ce point. Malgré cela, Shust, qui était pourtant éligible à une libération conditionnelle, en 2017 est condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité. Lors de ses interrogatoires, il affirme que la Jane Doe du comté de Ventura était une auto-stoppeuse qu'il aurait prise en voiture à Visalia et qu'il aurait rencontré la Jane Doe du comté de Kern dans un bar à Hanford. Cependant, il est incapable de fournir leur véritable identité. Pendant longtemps, la Jane Doe numéro 5 du comté de Kern reste sans nom. Ce n'est qu'en 2021 qu'elle est enfin identifiée comme étant Shirley Sousey, membre de la nation Cree Sampson en Alberta, au Canada. Elle avait mené une vie difficile avant de quitter définitivement son pays natal pour s'installer aux États-Unis. Il faudra encore plusieurs années pour que la Jane Doe du comté de Ventura soit à son tour identifiée. En février 2026, les autorités annoncent qu'il s'agissait d'une jeune femme de 22 ans nommée Maricela Rocha. Née à Monterrey, au Mexique, en 1958, elle avait immigré aux États-Unis avec sa famille. Elle avait ensuite travaillé comme serveuse et suivi des études en soins infirmiers au College of Sequoias, à Visalia, en Californie. Sa famille la décrivait comme une personne indépendante,
dotée d'une nature à la fois aimante et bienveillante. Au moment de son meurtre, Marisela laissait derrière elle une fille âgée de seulement 2 ans, qui se retrouvait ainsi sans mère. Les enquêteurs ont souligné que l'identification des restes de Marisela n'aurait pas été possible sans l'aide du DNA Doe Project, précisant que leur pensée accompagnait sa famille alors qu'elle était enfin rendue aux siens, après tant d'années d'attente et d'espoir. Le procureur du district de Ventura County, Eric Nazarenko, a quant à lui déclaré qu'il s'agissait d'une justice tardive mais néanmoins essentielle, rappelant que cette famille avait attendu plus de 45 ans pour comprendre ce qui était arrivé à Marisela. Selon plusieurs rapports, sa sœur aînée n'a jamais quitté la maison familiale à Los Angeles, dans l'espoir qu'elle revienne un jour. Sarah Greer, âgée de 13 ans, a été vue vivante pour la dernière fois le 23 mai 1982, lorsqu'elle a quitté le domicile de son amie à Cloverdale, en Californie, pour se rendre à pied vers le centre-ville. Le lendemain matin, un pompier rentrant de son service a découvert le corps de la jeune fille. Les enquêteurs ont ensuite conclu qu'elle avait été agressée sexuellement, puis étranglée à mort avec son propre short. Il est probable qu'elle ait été traînée dans une ruelle, puis conduite vers une zone isolée près d'un immeuble, avant d'être laissée derrière une clôture. L'enquête a été particulièrement difficile dès le début, en raison des limites des techniques médico-légales et des technologies disponibles dans les années 1980. Pendant plus de 20 ans, l'affaire de Sarah Greer reste pratiquement figée, sans véritable avancée, au point que le dossier finit par être mis de côté et presque oublié par les autorités. Ce n'est qu'en 2003 qu'un premier espoir renaît, lorsqu'un criminaliste du département de la justice de Californie parvient à extraire un profil ADN à partir de traces biologiques retrouvées sur les sous-vêtements de la victime. Mais malgré cette avancée scientifique majeure, aucune correspondance n'est identifiée dans les bases de données policières. Les années passent encore, et il faut attendre 18 ans supplémentaires avant qu'un nouveau tournant ne survienne, lorsque la police de Cloverdale décide de faire appel à un détective privé et sollicite également l'aide du FBI afin d'exploiter les techniques de généalogie génétique, permettant de retracer des liens familiaux à partir de l'ADN peu à peu. Les enquêteurs parviennent à resserrer leur champ de recherche jusqu'à isoler 4 frères potentiels, sur lesquels une surveillance discrète est mise en place. Dans ce cadre, ils récupèrent un mégot de cigarette abandonné par l'un d'eux et les analyses révèlent une correspondance directe avec les traces ADN retrouvées sur les vêtements de Sarah. En juillet 2024, James Unick, âgé de 64 ans, est finalement arrêté à son domicile de Willows, en Californie, et inculpé pour meurtre, viol, enlèvement, ainsi que pour actes sexuels sur mineurs de moins de 14 ans. Dans un premier temps, il nie toute implication et affirme ne pas connaître Sarah, ni se souvenir des événements survenus le jour de sa mort, avant de finir par changer sa version des faits par la suite. Pendant un procès qui a duré 1 mois, les jurés ont entendu les témoignages des amis de Sarah, ainsi que celui de l'accusé qui a choisi de témoigner pour assurer sa propre défense. Il a affirmé que la jeune fille lui aurait proposé une relation entre eux et que, selon lui, ils auraient eu des rapports près de la rivière. Il a également soutenu qu'elle aurait ensuite été agressée par une autre personne, sans aucun lien avec lui, mais le jury n'a pas été convaincu par cette version des faits. Après seulement 2 heures de délibération, ils reviennent avec un verdict de culpabilité en février 2026. Sa condamnation doit être prononcée en avril de la même année. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas avec vos propres pensées et réactions. Et pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous dis à la prochaine fois.